Bonjour, bienvenue sur Predica.pro. Je me présente, je me nomme Bachir Diaby, cofondateur et CEO de Halal Finance, expert de la finance digitale, anciennement directeur de l'innovation d'une fintech de la zone UEMOA. Je suis ici avec mon collègue Modou Sall. Bonjour Modou. Bonjour Bachir. Je te laisse le soin de te présenter. Bonjour, je me nomme Modou Sall, je suis banquier avec 20 ans d'expérience dans les services financiers, dans la transformation digitale et dans le conseil. Je suis spécialiste de Islamic Banking et Islamic Capital Market. Donc actuellement, j'œuvre dans tout ce qui est le rapprochement entre la finance conventionnelle et la finance islamique, vraiment pour un financement de l'économie durable. Alors, bienvenue sur Predica. C'est la plateforme leader de la formation en finance islamique en Afrique de l'Ouest. Nous dispensons une large gamme de formations qui permettent aux banquiers, financiers, passionnés de la finance islamique de se former dès le début, les fondamentaux de la finance islamique, jusqu'à la gouvernance au marché des capitaux, aux sujets les plus complexes. Vous êtes sur le point aujourd'hui de suivre la formation sur les fondamentaux de la finance islamique. Il s'agit d'une formation complète qui vous prépare à maîtriser les principes, les produits et la gouvernance de la finance islamique. Alors que vous soyez banquier, manager financier ou simplement un curieux, ce cours vous donnera les bases solides pour comprendre et opérer dans l'écosystème de la finance islamique. Ce cours est subdivisé en 7 modules. Chaque module introduit un concept. Et au cours de cette vidéo, avec mon collègue, nous allons explorer les différents modules qui vont être dispensés dans le cours. Et je l'espère, Modou Sall va nous éclairer sur certains de ces points. Tout d'abord, permettez-moi de présenter à nouveau globalement le cours. Il s'agit d'un cours qui s'articule autour d'une progression logique et professionnelle. Nous partons des fondamentaux juridiques et théologiques, puis ensuite nous poursuivons les produits bancaires de façon concrète. Nous terminons par la gouvernance RIA. Objectif du cours. Donc ce cours est subdivisé et a pour objectif plusieurs éléments. Le premier, c'est de permettre à l'étudiant de comprendre les fondamentaux de la charia appliqués à la finance. Ensuite, ce cours permettra de maîtriser les principaux produits de la banque de détail et de la banque d'investissement islamique. Ensuite, le cours permettra de comprendre les normes comptables et prudentielles AOFI, qui est le standard islamique, et IFSB. Enfin, le cours permettra à n'importe quel professionnel de l'audit, de la comptabilité, mais également de la gouvernance, de comprendre l'audit et la comptabilité islamique, mais également la gouvernance et l'audit sharia. Donc, sans plus tarder, Modou, nous allons explorer avec vous le premier module, le module Fiqh al-Mu'amalat. Alors, il s'agit des fondamentaux. Nous commençons par les fondamentaux. Ce module enseigne le cadre juridique, mais également applique ce cadre juridique aux transactions commerciales, parce qu'il s'agit de finance islamique. Donc, c'est finance et islam. Donc, 5 leçons dans ce module guideront l'étudiant vers la connaissance et la définition du fiqh, mais également la définition des interdictions absolues, telles que le riba et le gharar, et également aux piliers positifs qui orientent chaque transaction islamique. Quel est l'objectif du cours? Merci Bachir. Comme tu l'as dit tout à l'heure, le cours est cadré sur 3 segments, les fondamentaux, les produits, mais aussi la gouvernance. Donc, ce module nous permet de plonger directement dans les fondamentaux. Dans les fondamentaux, il faut quand même, comme le titre du module veut qu'on le nomme, Mu'amalat, il faut d'abord définir c'est quoi le fiqh al-Mu'amalat. Donc, il faut noter que la finance islamique, c'est une finance qui respecte la charia. Et si vous prenez la charia est un peu vaste. Donc, la charia n'est pas uniquement le fiqh al-Mu'amalat. Il y a une partie de la charia qui est liée aux adorations. Cette partie ne nous intéresse pas pour ce cours. Ce cours, la partie de la charia qui nous intéresse, ce sont les mu'amalat. Les mu'amalat, c'est un mot arabe qui veut dire les transactions ou bien les relations économiques que les hommes font entre eux. Donc ça, c'est la définition. Après, nous allons, dans une deuxième leçon, parler de tout ce qui est en fait source de
droit islamique, les sources d'où viennent le fiqh al-muamalat. Donc, on va puiser dans les sources coraniques, on va puiser dans la sunna, on va puiser aussi dans les consensus des ulémas, et ainsi de suite. Donc, c'est ça la deuxième leçon. Troisième leçon, on va parler des principes fondamentaux de la finance islamique. La finance islamique est basée sur des principes qui sont des principes positifs comme des interdictions. Les principes positifs, on peut citer par exemple le fait que la finance islamique doit être basée sur des actifs et des activités réelles. On peut aussi penser au profit loss sharing, partage des risques et des profits. Maintenant, en termes d'interdiction, toujours dans les principes, on peut parler de l'interdiction du riba, de l'interdiction du garar, du maïchir et des activités ou actifs illicites en fait. Donc tous ces éléments, comme tu l'as dit tout à l'heure, les fondamentaux juridiques et islamiques, on va voir ça dans ce cours. Donc ce cours permet vraiment de camper le débat et de montrer à l'étudiant quelles sont les sources de la finance islamique. Que ce soit les sources coraniques, les sources de la sunna, mais également les sources des érudits musulmans. Exactement. Ce module va permettre de répondre à la question qu'est-ce qui différencie par exemple la finance islamique de la finance conventionnelle en se basant sur les sources qui sont dans la charia et dans quelle partie de la charia le fiqh al-muamalat. C'est très très clair. Donc c'est un module central qui permet d'introduire une sorte de mise en bouche. Exactement. C'est le, comme dirait l'autre, c'est le passage obligé. C'est le passage obligé. C'est ça. C'est l'entrée. C'est l'entrée. Ensuite, sans doute sur le module 2, le module de retail banking, je pense que là on rentre dans une partie du plat de résistance. C'est ça même. Donc, le garba. Le garba. Donc, le module Retail Banking permet d'explorer les produits concrets. Mais qui dit retail et banking, c'est la combinaison de deux mots, retail et banking. Donc, retail, c'est le détail et banking, c'est la banque. Oui. Donc, ici, on s'intéresse aux produits de la banque de détail. Exactement. Quels sont les produits qu'une banque de détail offre quand elle fait de la finance islamique? Quel est l'intérêt de ce module et quelles sont de façon concrète, qu'est-ce que cela induit? Exactement. Quand on parle de retail banking, comme tu l'as bien dit, retail c'est détail, banking c'est les services financiers ou les services bancaires. Mais les services bancaires ne sont pas pour les chameaux ou les moutons, c'est pour des particuliers et leurs entreprises. Donc retail banking veut simplement dire la banque ou bien l'offre bancaire envers les particuliers et les petites et moyennes entreprises. Donc en finance islamique, on a pas mal de services ou de produits destinés aux particuliers pour financer, par exemple, leurs besoins personnels, mais aussi pour déposer, garder leur argent, épargner leur argent ou investir leur argent. Dès que cette cible particulière ou petite et moyenne entreprise, on parle de retail banking. Pourquoi c'est important en finance islamique? Ça veut dire que, comme on a dit tout à l'heure, les fiqh al-muamalat, c'est la relation entre les personnes et les institutions. Donc, il faut développer des produits et des services financiers dans ce sens. Donc, c'est ça l'importance du retail banking. Et pour comprendre, je vois que le cours est disposé en plusieurs leçons. Le premier, c'est le Rabaha Retail, donc financement à prix comptant majoré. Le second, c'est l'Ijara Crédit Bail. Et enfin, on a le Musharaka dégressif. C'est ça. Donc concrètement, arrêtons-nous par exemple sur le cas de l'Ijara. Pourquoi dans le cadre du crédit bail en finance islamique, on parle de l'Ijara? Quel est l'intérêt d'introduire la notion d'Ijara ici? Merci. Vous avez vraiment touché du doigt réellement les produits que nous allons développer dans ce cours et qui intéressent les retail bankers, Islamic retail bankers ou bien leurs clients en fait. Parce que comme le Ijara, comme vous l'avez dit, que j'ai l'habitude de dire aussi, tous les produits bancaires, leur équivalent ou leur homologue dans l'activité économique de tous les jours. C'est là où c'est intéressant et ça est déjà dans les principes de la finance islamique. Il faut lier l'activité bancaire à des activités réelles. Par exemple, Ijara, c'est la location. Pour ton activité ou pour tes besoins personnels, c'est un bien. Tu peux le louer comme tu peux l'acheter. Quand tu l'achètes, on le met dans le Murabaha. Quand tu le loues, on le met dans du Ijara. Par exemple, je suis à Abidjan, je vais faire 6 mois. Au lieu d'acheter un véhicule, je peux louer un véhicule. Même si c'est pour 5 ans, je peux prendre l'option de le louer parce que Dieu a autorisé la location et le commerce, mais a interdit dans le Coran le prêt d'argent avec intérêt en fait. C'est pourquoi la finance islamique a structuré ses produits
retail banking, tous les produits et des activités économiques, l'économie réelle en fait. Donc Ijara, ce n'est rien d'autre que location, la banque est le bailleur, son client est le locataire, le produit financé, c'est un actif réel. Donc c'est vraiment ça qu'on va voir dans le cadre de ce... Contrairement à la finance conventionnelle où la banque d'un prêteur ne prête pas un bien réel mais de l'argent à son client et que le client peut aller faire tout ce qu'il veut, y compris acheter un bien, bien sûr. Mais sauf que la banque n'a pas de mainmise sur ça. C'est très clair. Et donc, dès le module 2, nous allons passer ensuite au module 3, qui est Corporate Banking. Donc, j'imagine, après avoir vu la banque de détail, maintenant nous nous intéressons à la banque de grandes entreprises. C'est ça. Donc, j'imagine que dans ce module, nous verrons la même chose, nous verrons des contrats et des produits islamiques, Oui, mais qui sont adaptés au corporate. très bien. Donc, je vois bien qu'il s'agit de solutions un peu plus sophistiquées que les solutions de la banque de retail parce que les besoins des corporates sont plus sophistiqués. Effectivement. Nous utiliserons notamment dans ce module le Musharaka, le financement participatif géré, mais également le Salam, l'Istisna. Qu'il s'agit d'instruments qui sont plus adaptés à la production. Effectivement. Oui, comme tu l'as dit, on va faire la même chose à 2 degrés de différenciation. Premièrement, sur la cible, parce que la cible corporate, grande entreprise, est différente de la cible retail, et particulier, petite et moyenne entreprise. Premier degré de différenciation. Deuxième degré, c'est au niveau de la structuration. Comme on a dit tout à l'heure, tous les produits financiers islamiques ont leur homologue dans l'activité économique des entreprises et des personnes. Étant donné que les cibles sont différentes, c'est sûr que leurs besoins seront différents aussi. Donc, leur mécanisme de financement aussi va suivre cette complexité. Où on a d'autres formes qui s'ajoutent à ce qu'on offrait dans le retail. Bien vrai que tout ce que la finance islamique offre, retail banking, aux particuliers et aux petites et moyennes entreprises, on peut le faire. Hein? C'est pourquoi on parle de Murabaha retail ou Murabaha corporate. Mais il y a des produits comme Istisna, on ne peut pas le faire avec des particuliers, par exemple. Par exemple, on peut le faire, hein, mais ce n'est pas un produit bancaire parce que ce n'est pas trop structuré, en fait. Je vous donne juste un exemple. Vous voulez construire, un de vos clients vient voir une banque islamique pour construire un centre commercial. Ni le client, ni la banque ne sait construire. Alors que la banque doit financer un actif réel. Il ne doit pas financer de l'argent, il ne doit pas prêter de l'argent. Donc, comment faire? On fait ce que l'on appelle un contrat istisna entre la banque, l'entreprise de BTP qui construit, un istisna parallèle entre la banque et le client qui veut construire. Donc, vous voyez que ça, ce n'est pas un besoin pour un particulier qui vient vous voir pour construire une maison. Ça, vous pouvez lui faire diminishing musharaka par exemple, allez lui dire apporte 20%, moi j'apporte 80%, on construit ensemble une maison, au fil du temps tu me rachètes mes parts, moi banque tu me rachètes mes parts, au fil du temps dans 10 ans la maison va vous appartenir. Au courant, tu me payes la partie des 20% que j'occupe dans la maison que nous possédons ensemble. Et à la fois, tu me payes les loyers sur ces 20%, mais tu rachètes mes parts pour que d'ici 10 ans, l'intégralité, les 100%. Ça peut être pour un particulier, mais on peut le faire aussi pour un corporate qui veut mettre en place une usine, boaké, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, c'est ça les besoins corporate qui suivent la complexité, qui amène d'autres structures plus adaptées, pour ne pas dire plus complexes en fait. Donc, définitivement, les 2 premiers modules sont une mise en bouche des différents contrats. Donc, au niveau du module 4, maintenant, on passe aux dépôts et aux investissements. Je pense qu'on a vu les instruments de financement, les contrats de financement. Là, on s'intéresse aux instruments de dépôt et d'investissement. Parce que ce que je crois comprendre ici, c'est que côté collecte également de dépôt, en finance islamique, il s'agit également de produits. Donc, quoi est-ce que consiste le module 4, dépôt et investissement concrètement? Effectivement, Bachir, comme tu l'as dit, dans la banque, il y a 3 niveaux, produits et des services. Il y a le financement d'un côté, les emplois aussi, dans les ressources collectées de dépôt et investissement. Et il y a aussi les services qui sont rattachés à ces produits et services. Donc là, nous sommes dans les produits de dépôt et d'investissement. Quelle est la différence entre dépôt et investissement? Dépôt, ça veut dire que j'ouvre un compte. Un compte peut être une structure Wadia et je vous confie les fonds. C'est ce qu'on appelle les comptes de garde en fait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vous donne 1 million dans un compte Wadia. Je peux venir demain ou même ce soir, cet après-midi et reprendre cet argent intact. Tu ne mets rien
Et moi-même, je peux vous payer, certes, éventuellement des frais de service parce que tu as gardé mon argent, mais tu ne me donnes pas des intérêts totalement interdits en finance islamique. Tu ne me donnes pas aussi des rendements parce que je n'ai pas investi. Maintenant, pour avoir des rendements, je vais ouvrir un compte d'investissement. Je peux prendre deux formes. Il y a l'investissement Wakala, compte d'investissement Modaraba. Un compte d'investissement Wakala, ça veut dire que moi, j'ouvre un compte d'investissement. Je confie les fonds à la banque pour que la banque l'investisse pour moi et me donne tous les rendements. Et sur ce, moi, je lui paye une commission que la banque a gagnée ou a perdue. Il faut que je paye. Pour le Modaraba, c'est un peu différent parce qu'il n'y a pas de frais de service. Modaraba fixe qu'on paye. Et tu as ton argent, tu le mets dans un compte d'investissement Modaraba. La banque travaille avec cet argent et gagne de l'argent et vous faites du profit sharing sur ça. Supposons la banque prend les 30, toi tu prends les 70. Donc si la banque fait 0, vous tous vous perdez en fait. Mais en général, c'est celui qui a donné le capital qui perd parce que la banque n'a pas donné le capital. Il a juste utilisé son expertise pour investir. Donc voilà ces deux aspects. Donc de la même manière que dans la finance conventionnelle, on a des comptes d'épargne, des comptes courants, des comptes de DAT rémunérés. Ici, on ne met pas d'intérêt dans les dépôts. C'est un investissement qu'on l'appelle. De la même manière dans les financements aussi, comme on ne met pas de taux d'intérêt, ça, on fait de la marge dessus ou bien des loyers dessus. C'est très clair. Donc, cela permet vraiment d'introduire l'étudiant jusqu'ici. Ces 4 modules permettent vraiment de faire une mise en bouche. On connaît les fondamentaux, on connaît les contrats cadres qui structurent. Ensuite, le module 5 vient camper tout cela avec la trésorerie AML. L'idée ici, c'est de voir ce qui se passe en back-office. Exactement. J'ai l'impression que les 4 modules introduisent sur le front office ce qu'on vend aux clients. Le 5e module, quant à lui, dit OK, comment est-ce que lorsqu'on a reçu des dépôts ou on a des comptes d'investissement, on gère la trésorerie? Est-ce que c'est bien cela? Oui, en partie. Si vous parlez de trésorerie, ça peut même toucher, la trésorerie peut faire même de la vente. Par exemple, les ventes de devises, machin, ça peut entrer même dans la trésorerie. Mais ALM, c'est liability management. Ça, c'est vraiment du back-office, c'est de la gestion des risques. Donc, quand on parle de gestion des risques, la banque islamique, c'est la gestion des risques islamiques parce que les risques changent avec les structures islamiques. Maintenant, cette gestion des risques est importante et plus important encore en finance islamique parce que là, tout est basé sur soit des investissements, soit des actifs ou des activités réelles. Donc le risque augmente. Je vous donne un exemple. Les clients islamiques qui ont bon, quand je dis clients islamiques, il ne faut pas confondre clients musulmans. Ça veut dire les clients qui ont des comptes, dépôts d'investissement dans une institution financière islamique ont confié des ressources à une institution qui, de son côté, déploie ces ressources dans du financement. Donc, il y a par exemple décalage entre le délai de récupération de ces ressources et le délai de récupération des financements qu'on a octroyés à d'autres clients. Donc, cette activité-là, il faut qu'en interne, au niveau des banques, qu'on le gère. Sinon, il y aura un décalage qui peut mener à une crise de liquidité au sein de la banque. L'autre aspect qu'on gère ici, que nous allons former nos apprenants ici aussi, c'est le marché interbancaire islamique. Comment les banques islamiques peuvent se prêter de l'argent? Parce que si le cas que je viens d'expliquer arrive, donc les personnes vous ont confié des ressources, vous les avez déployées dans le moyen long terme, néanmoins, de l'autre côté, ils réclament leur argent. Au lieu d'aller dire, tu ne peux même pas faire ça, paye-moi par anticipation parce que je dois restituer les fonds, tu peux chercher des refinancements interbancaires islamiques. Tu peux voir des banques islamiques sur le marché, ou bien des institutions, ou bien Banbali Islamic Fund, qui est notre fonds d'investissement islamique, pour vous financer de la trésorerie au lieu de réclamer à tort des rançons anticipées. Tu tires sur tes lignes de financement pour satisfaire les clients. Donc, ou bien déployer d'autres types de financement. En fait, c'est tous ces mécanismes de gestion de la liquidité, de la trésorerie, nous allons en discuter dans ce module. Super.
Et donc le module 6, maintenant, campe encore plus le débat. On est toujours dans du back-office, mais là, on est sur la partie comptabilité et reporting. L'idée, c'est de voir quelle est la comptabilité qui est utilisée dans le cadre de la finance islamique. Parce que j'ai cru comprendre qu'il existe des normes comptables, les AAOFI, qui sont les standards internationaux de la finance islamique, qui régissent la comptabilité dans le cadre de la finance islamique. À quoi consiste également ce module concrètement? Oui, les normes AOFI, AOFI c'est l'organisme international pour l'audit et la comptabilité pour les institutions financières islamiques, basé à Bahreïn, normalise tout ce qui est comptabilité et audit, gouvernance, charia pour ces institutions-là. Effectivement, comme tu l'as dit, il y a une différence et il y a aussi des rajouts complémentaires dans la comptabilité d'une institution financière islamique. Le plan comptable bancaire ou le référentiel comptable SFD seul ne suffit pas pour enregistrer les transactions d'une institution financière islamique. Donc, dans ce module, nous allons quand même former nos apprenants à maîtriser ces faces-là, comme on le dit, ces normes comptables islamiques, et puis de les permettre quand même de prendre le lead d'une comptabilité et de savoir comment retraiter les transactions de tous les jours, faire le reporting comptable adapté aux normes AOFI. Donc il y a aussi autre chose que la Banque centrale, par exemple, peut vous réclamer, c'est quand même comptabilité ou bien un état financier quand même de toutes les transactions islamiques si par exemple vous exercez en fenêtre islamique, parce que toutes les institutions ne sont pas des institutions full islamiques. Il y a certaines institutions, c'est des institutions classiques, conventionnelles, mais qui ont une fenêtre, une branche islamique. Donc comment faire du ring fencing? Parce que l'institution conventionnelle continue à respecter sa propre comptabilité et l'institution qui est la branche islamique doit respecter la comptabilité AOFI. Comment faire toutes ces jonctions, comment faire tous ces mariages pour avoir quand même conformité comptable qui respecte la réglementation, mais aussi les préceptes de la charia. Je pense qu'avec cela, nous avons déjà une base solide. Exactement. Et je pense qu'avec le module 7, qui est le dernier module, l'idée c'est de voir la gouvernance et l'audit charia. Parce qu'il me semble que, en plus des organes de gouvernance classiques que les institutions financières ont déjà, une nouvelle forme de gouvernance ou un nouvel organe de gouvernance est le Sharia Supervisory Board ou le Sharia Board ou le Conseil de conformité charaïque va s'ajouter à la gouvernance complète. De la même manière également, un audit charia va s'imposer à l'institution parce que de nouveaux risques s'introduisent. Concrètement, qu'est-ce qu'on verra dans le module 7, gouvernance et audit charia? C'est le module le plus important et c'est mon module préféré parce qu'on ne peut rien faire en finance islamique sans maîtriser la gouvernance charia. Parce que dans les institutions financières conventionnelles, certes on a le conseil d'administration, on a les directions, l'exécutif par exemple, on a les comités de risque, comités d'audit, on a l'audit, le contrôle interne, mais en finance islamique, il faut que le comité, comme tu l'as dit, le Sharia Supervisory Board, valide en amont la structure même, les produits qu'on va commercialiser, l'organisation, les processus et les procédures internes. Il faut que quelqu'un le valide en amont, même avant que la Banque centrale vous donne l'autorisation d'exercer. Et ce conseil-là doit être autonome. Ce conseil est autonome. La direction générale ne doit pas l'exiger des choses parce que le travail est basé sur la jurisprudence chariatique, basé sur les normes AOFI, que ce soit les normes de gouvernance par exemple, et ainsi de suite. Donc, la gouvernance charia n'est pas quand même quelque chose, c'est une obligation pour faire de la finance islamique, pour faire de la banque islamique. Il est autour, par exemple, comme tu l'as dit, du Sharia Board qui a comme mission certifier en amont les produits et l'organisation même de l'institution, mais aussi de faire des revues périodiques et de conseiller le conseil d'administration et la direction générale sur ses stratégies et sur ses politiques de déploiement de nouveaux produits. Donc, et de faire des audits annuels au même titre que vous allez prendre par exemple des commissaires aux comptes pour venir certifier aux comptes en fin d'année. Il faut aussi une certification chariatique de l'activité chaque fin d'année. Donc, je pense que en amont c'est important, durant l'activité c'est encore plus important, mais en fin d'activité aussi, en fin de période, il faut faire la revue et produire un rapport.
Donc, le cours sur les fondamentaux de la finance islamique nous introduira aux fondamentaux d'abord. D'abord, Nous fera voir les différents produits et c'est contrats. ça. Ouais. Et enfin, nous introduira à la gouvernance. Et Exactement. Donc, il s'agit d'un parcours complet qui, après cela, permet à l'apprenant d'avoir fait un tour d'horizon de l'univers de la finance islamique. Exactement. Donc, nous souhaitons bienvenue à nos apprenants sur ce premier cours et nous leur souhaitons bonne chance sur les différents quiz et exercices et évaluations.